effectivement sur notre propre site. Ça renvoie sur un site d'hébergement annexe. Voilà, et il faut qu'on renouvelle l'abonnement, tout simplement. Donc c'est un petit peu... Bon. Voilà, mais ça va être fait, sans aucun problème. Il n'y a pas de volonté de ne pas les communiquer, mais bon, ça aurait dû être fait quand même. Hein. Voilà. D'accord. D'autres remarques, monsieur? Non. Non. Donc y a-t-il des oppositions? 3 oppositions. Donc, adopté à la majorité. Nous démarrons le premier point qui est les décisions du maire. Ah, voilà monsieur Ripoll qui est présent. Bienvenue, monsieur Ripoll. Donc, dans ces décisions du maire, il y en a 8 ou 9 qui traitent des contrats dans le cadre des TAP. Donc, ils sont très détaillés. Hein, voilà, donc ils traitent le titre, c'est commande publique, autres contrats, donc vous en avez un nombre important. Vous avez une décision importante qui traite de la réalisation de l'emprunt de 2 millions d'euros auprès du Crédit Agricole Alpes-Provence, donc c'est la décision du maire la plus importante, je dirais, de ce dossier. Et puis, vous avez une qui traite du skatepark et une qui traite de la vidéoprotection avec l'attribution à la société Citeos. Donc, c'est, en termes d'importance, c'est la seconde après celle de l'emprunt. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur ces décisions du maire? Oui, Madame Martin, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Je vais donc vous interroger, vous-même et votre adjoint aux finances, sur ce que vous avez vous-même qualifié de la question la plus importante de ces décisions, c'est-à-dire sur les conditions même de l'emprunt que vous avez effectué. Alors, je me suis interrogé sur le taux d'intérêt que vous avez consenti le Crédit Agricole. Et pour tout vous dire, je le trouve plutôt élevé, sachant que de la BCE, avec son quantitative easing, inonde de liquidités les banques, 80 milliards mensuels depuis plus d'1 an maintenant. Enfin, c'était 60 milliards, maintenant c'est 80 milliards. Donc les banques regorgent de liquidités, elles ne savent même plus, parfois, quoi en faire. J'ai regardé en plus le dernier taux directeur de la BCE, et pourquoi je l'ai regardé? Parce que c'est celui qui sert de référence pour les taux fixes. Donc comme vous avez eu la pertinence d'avoir un taux fixe, j'ai donc regardé le taux directeur de la BCE qui sert de référence. Et ce taux est à 0%. Et pour les dépôts, les taux sont même négatifs. J'ai regardé également les dernières OAT de la semaine dernière. Et sur 20 ans, le taux des OAT est à 0,45%. Voilà, donc j'en ai déduit que ce taux consenti par le Crédit Agricole n'était pas une si bonne affaire que ça pour notre commune. Je ne sais pas si vous aviez la possibilité de vous adresser à la Caisse dépôt et consignation ou à la BCI, la BEI, pardon, pas confondre, ou même l'agence française locale, qui est une agence bancaire aussi pour les prêts aux collectivités. Donc j'ai regardé un peu les derniers taux consentis par ces instances de prêt et sont toutes en dessous, c'est entre 0,40 et 0,52 sur les 20 ans. Bien sûr, j'ai toujours regardé pour comparer une même durée d'emprunt. Voilà, donc je voulais vous interroger sur la réalité avantageuse ou pour moi non avantageuse de ce taux. Et je voulais également prolonger ma question en vous demandant si vous pouviez nous préciser quelles étaient les pénalités éventuelles en cas de retard de paiement,
Autre question, quelles sont les pénalités prévues en cas de remboursement anticipé du capital? Ça peut se faire, ou ça peut arriver, ou ça peut être une décision prise également. Alors, je sais que ça fait beaucoup de questions, je vais vous poser la dernière. L'encours de la dette de la commune s'accroît donc de 55%, quelque chose comme ça. J'ai pas fait le pourcentage. Puisqu'on passe de 3,5 millions à 2 millions de plus, quoi, 5,5 millions, donc ça doit faire du 55-56%. Alors je voulais vous demander de combien s'accroissait donc également dans le budget la dotation obligatoire pour le remboursement de la dite dette, puisque je crois que dans le budget que nous avons voté, c'était au mois de mars, il me semble, c'était de 662 000 et quelque chose de mémoire. Donc à combien va se monter pour l'année qui vient et les années qui viennent cette dotation obligatoire de remboursement? Je crois que c'est le compte 16 dans les budgets. Et ne craignez-vous pas que cet accroissement réduise encore davantage la capacité d'autofinancement de la commune? Ceci laissant craindre par contre-coup de vous voir revenir sur votre engagement de ne pas augmenter les impôts. Voilà, je vous demande pardon pour cette intervention un peu longue, mais je pense que j'ai à peu près balayé tout ce que je voulais vous demander et vous dire. Je vous remercie de votre question qui présente des informations vraies et d'autres qui sont totalement erronées. Je vous prie de bien excuser. Ah bon, alors ça veut dire que... Oui. Les... Non mais attendez, si vous permettez, je vous ai laissé parler, donc il faut que je puisse rectifier quelques affirmations et que je puisse répondre à vos questions. Bon. Alors, aujourd'hui, les prêts entre banques ou avec la BCE sont à des taux soit négatifs, soit à des taux zéro. Et même un certain nombre de grandes entreprises qui ont une trésorerie significative vont placer auprès de banques, parce qu'il faut bien qu'elles mettent leur argent quelque part, à des taux négatifs. C'est-à-dire qu'elles placent 10 millions d'euros et on leur dit rendez-vous dans un an, on vous donnera que 9 945 000, etc. Bon, les taux négatifs sont faibles, mais globalement, avec les banques, on est passé ce qu'ils appellent de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'une banque peut être amenée à placer son argent auprès d'un confrère ou auprès d'un autre organisme à des taux négatifs. Bon. Ceci, c'est l'aspect des banques. C'est pas l'aspect des prêts aux particuliers ou des prêts aux entreprises ou des prêts aux collectivités. C'est deux choses qui sont différentes. Et aujourd'hui, les banques continuent à gagner de l'argent parce qu'elles réalisent un certain nombre de prêts auprès de particuliers, auprès de collectivités ou auprès de grandes entreprises. Pour ce qui nous concerne, nous avions fait un tour de piste à la fin de l'année 2015 et les taux, je dirais moyens que nous avions obtenus étaient supérieurs à 2%. C'était aux alentours de 2,14, 2,15, ce qui nous a paru, je dirais, élevé. Et nous avons refait un tour de piste en début de l'année, au mois de mars-avril, donc où nous avons contacté 4 banques, enfin plus que 4 banques, mais 4 ont accepté de répondre, et la mieux placée a été le Crédit Agricole avec 1,62. Et nous avions encore des offres à 2,15 ou 1,82, 1,85. Donc le processus de sélection, je dirais, je pense, a été complètement utilisé et nous avons consulté toutes les banques qui sont prêtes à prêter auprès des collectivités. Car il y a des banques qui refusent même de recevoir un dossier puisqu'ils ne veulent pas prêter aux collectivités. L'année dernière, le taux moyen de prêt aux collectivités
moyen, s'est situé à 2,15%. Donc je pense très sincèrement, parce que quand on regarde un taux, il faut le regarder au moment où il a été consenti. Peut-être que si on avait attendu 6 mois de plus et que on ferait la consultation au mois de décembre, c'est fort possible. On n'est pas devin, c'est fort possible que les taux baissent à 1,30 ou 1,40. Mais lorsque nous l'avons négocié, et ardemment négocié au mois de mars, le taux de 1,62, c'est le meilleur taux que nous avons obtenu du marché. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième, et c'est là où vous commettez quelques erreurs, quand vous dites qu'il y a un accroissement de l'encours. Parce que vous raisonnez comme s'il n'y avait pas de remboursement. Donc, je tiens à préciser que chaque année, la commune est amenée à rembourser l'équivalent de 700 à 720 000 euros de principal, c'est-à-dire qu'elle se désendette de ce même montant. Donc historiquement, l'endettement de la commune est monté jusqu'à 6,8 millions ou 7 millions d'euros. Il est redescendu, il était de 4 millions, un petit peu moins de 4 millions en fin d'année dernière. Avant l'emprunt, il avait réduit, puisqu'on a fait des remboursements sur le trimestre. Et dans l'exercice 2016, c'est 700 000 euros qui vont être remboursés. En clair, le montant de la dette de la commune, de l'engagement financier de la commune, ne sera pas grévé de 2 millions d'euros comme vous l'avez calculé rapidement, mais de moins. Et je peux vous dire que la commune continuera à avoir une capacité d'emprunt d'environ 1 million d'euros par an pendant les années futures, sans que ceci ne grève du tout son endettement, d'une part, et sans que ceci ne grève, d'autre part, du tout l'autofinancement et les sommes qui doivent être abondées pour rembourser. Et sans que ceci ne grève du tout le montant des intérêts annuels à rembourser, qui est un peu supérieur à 100 000 euros, 120 000, enfin, un chiffre un peu à préciser. Donc, je pense vraiment que cette décision de recours à l'emprunt, qui était nécessaire, puisqu'il y avait environ 900 000 euros du passé qui n'avaient pas été financés et qu'il fallait bien financer quelque part, et deuxièmement, il fallait aussi réaliser cet emprunt pour suivre les projets que nous développons. Donc, les conditions, je dirais, de négociation pour remboursement anticipé ont été négociées. Alors, bien évidemment, c'est pas les premières années, ça c'est évident. Et les conditions pour retard de paiement sont des conditions tout à fait, je dirais, normales. Elles ne sont pas plus pénalisantes qu'un contrat, je dirais, normal et que les autres contrats qui ont pu être passés. Donc ce que je peux dire, si vous voulez, c'est que l'ensemble des contrats historiques et ce contrat-là sont des contrats qui ne sont pas à risque pour la commune. On l'a choisi en taux fixe, vous l'avez d'ailleurs souligné. Et que je vais vous dire, au mois de septembre-octobre, j'aurais signé tout de suite si on m'avait dit vous obtiendrez 1,62. Vraiment. Alors, peut-être que moi de... Pardon ? Ça n'aurait pas été possible au mois d'octobre. Mais oui. Voilà. De même que ça ne pouvait pas l'être non plus avant le mois de mars, puisque les 80 milliards de quantitative easing plus le taux de BCE est descendu à 0 il y a 3 semaines, un mois. Ouais. Donc avant ça n'aurait pas été possible et après nous ne savons pas. Patrick, est-ce que tu vois des points complémentaires à rajouter pour éclairer Madame Martin ? De toute façon, je dois dire qu'il est nécessaire d'emprunter pour financer notre programme d'investissement, on ne peut pas faire autrement. Ensuite, je pense que le taux auquel nous avons emprunté est le taux historiquement le meilleur auquel la commune n'ait jamais emprunté. Je n'ai pas l'historique complet des taux pratiqués dans le passé, mais je pense que c'est vraiment un taux exceptionnel. C'est normal puisque les taux n'ont jamais été aussi bas depuis 1945. Oui, mais nous empruntons sur 20 ans et on ne sait pas non, mais je parle sur 20 ans. Les taux
dans les années futures. Peut-être ils vont remonter et nous serons à ce moment-là très contents d'avoir emprunté à si bon compte dans 5 ans par exemple ou dans 10 ans. Donc je pense que nous avons fait une bonne affaire et en période de taux bas, il est intéressant d'emprunter. De toute façon, pour financer nos investissements, nous ne pouvons pas faire autrement que d'emprunter. Et voilà. puis il faut savoir, comme le maire l'a dit, que certaines banques nous ont refusé de nous prêter. Ben oui, nous oui. avons été bien contents de trouver une banque qui nous fasse des taux. Les deux autres étaient des taux bien plus élevés. Nous avons consulté 3 banques et les 2 autres étaient des taux bien plus élevés que le Crédit Agricole. Au départ, ce n'était pas du tout le Crédit Agricole qui nous paraissait le mieux placé. Il s'est trouvé que c'est lui qui a fait les meilleures conditions. Monsieur Deloison, vous avez une question? Oui, non, pas une question. Je voulais juste dire, vous avez parlé du mois de mars. Vous avez négocié au mois de mars, vous avez trouvé 15,62, c'était un bon taux. J'ai négocié, moi, en tant qu'entreprise au mois de mars, j'ai eu 1,08. Et oui, mais monsieur Deloison, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, selon que vous êtes particulier, selon que vous êtes entreprise, que vous êtes collectivité, vous êtes dans une rubrique et vous n'êtes pas traité de la même façon par les banques. Et si vous comparez un prêt que vous avez pu obtenir entreprise avec ce que vous pourriez obtenir par exemple comme particulier ou collectivité, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a des particuliers qui obtiennent 0,5. Bon, vous dites, mais alors moi entreprise, j'ai très mal traité, alors que vous avez une entreprise sérieuse, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes dans la rubrique entreprise, vous êtes traité entreprise par les banques. Nous sommes dans la rubrique collectivité et nous sommes traités dans la rubrique collectivité. Alors, après, on peut critiquer le système, de dire que c'est malsain, qu'une collectivité adossée quand même à une certaine richesse obtienne et des garanties quand même, obtienne des taux moins importants qu'un privé, mais bon, la concurrence est absolument exacerbée en ce moment, quoi. Donc vous pouvez pas comparer, c'est pas possible, c'est pas possible. Sur les décisions du maire, sur d'autres points, oui, je vous en prie. Oui, c'était juste concernant les décisions sur les honoraires de maître d'œuvre. Il y a un taux, donc la décision 33, le taux est à 6,97 et le taux suivant, maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un CCAS, il est de 11,5%. Qu'est-ce qui explique ces écarts? Eh bien, vous savez que lorsque nous lançons ce type d'achat, de prestations, nous passons par des procédures d'appel d'offres. On passe par des procédures d'appel d'offres. Et donc, les gens répondent. Et la procédure d'appel d'offres fait que l'on doit prendre le mieux disant, et généralement le moins disant. Et il peut y avoir un marché sur lequel le mieux disant est à 6,97 et un autre marché qui n'a rien à voir, sur lequel le mieux disant est à 10,50 ou 11. C'est comme ça. C'est la loi de la concurrence, c'est la loi des appels d'offres et on ne peut pas faire autrement, sauf de déclarer le marché nul. Mais bon, quand on en a besoin, on achète. D'autres questions? Oui, monsieur Ripoll. Bonsoir tout le monde. Oui, j'ai pas bien compris le fondement, l'objet de la décision 2016-45 qui vise la modification de la régie de recettes pour les familles d'accueil au Bourdis. Vous indiquez que la modification concerne la mise en place d'un système de facturation des services et vous indiquez que cette modification permettra aux régisseurs d'adresser des lettres de relance aux usagers défaillants. Mais est-ce que c'était pas déjà le cas pour la régie? À mon avis, c'est garant du bon fonctionnement de la régie. Donc, est-ce que vous pourriez expliciter plus clairement les modifications? Oui, alors, en fait, les relances n'avaient pas été faites avec un courrier particulier. Donc, c'était fait oralement. Donc, maintenant, tout pour la cantine comme pour le centre aéré, nous avons une lettre de relance type qui permet aux gens de savoir que les factures ne sont pas payées. Parce que quelquefois, même souvent, les gens oublient
de payer leurs factures. Alors que là, ça... Vous riez, Christiane, mais c'est vrai. Et donc, et on l'a bien vu avec la cantine, automatiquement, les gens réagissent en disant, ah bah oui, voilà, je dois payer. Donc, c'est tout simplement un rappel un petit peu à l'ordre, voilà. Oui, j'en prie. Une autre question, l'installation du système de vidéosurveillance se concrétise. Donc il y a une commission de sécurité il y a quelque temps en arrière. Donc est-ce que vous pourriez nous préciser maintenant le calendrier de mise en place de la première tranche des caméras de surveillance? Monsieur Laurent Bresson va vous répondre. Bonsoir à tous. La phase de mise en place est sur le point d'être enclenchée. Donc les premières caméras verront le jour avant le 1er juillet, je pense. Voilà, pour la première tranche. Donc qui va installer une quinzaine de caméras. Voilà, et ensuite ça va se poursuivre suivant le planning préparé, établi, présenté lors de la commission. Donc normalement initialement 3 phases d'installation. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire avec la première une fois qu'elle est close et enchaîner derrière. Sachant qu'on a eu de bonnes surprises par rapport au marché qui ont été moins disants que ce qui était prévu au départ. Voilà, donc ça va permettre d'enclencher peut-être plus vite les tranches. Mais ça c'est en fonction de l'évolution du chantier qu'on verra s'il y a des imprévus, des surprises ou pas, quoi. Voilà. Une question complémentaire, l'emprunt de 2 millions participera à financer ces caméras? Je ne sais pas si ça a été dit dans le passé, je m'en souviens pas. Pas seulement, hein, oui, ça a été dit, hein, c'est l'ensemble des projets. Bon, d'une part, il y a 900 000 euros du passé, hein, je l'ai redit tout à l'heure, hein, voilà, et qu'il fallait bien trouver un financement. Et puis, bien sûr, sur ces différents projets, quoi. Mais l'emprunt n'est pas affecté, ciblé sur tel ou tel projet, quoi. D'autres questions? Merci. Donc on passe au premier point de l'ordre du jour qui concerne la garantie d'emprunt pour le projet de la Sauzette, donc la construction de logements. Donc Patrick Gay, si tu veux bien nous commenter, merci. Donc la délibération vise à autoriser le maire à donner la garantie de la commune aux emprunts de Grand Delta Habitat, organisme d'HLM, que cet organisme va contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction de logements à la résidence La Sauzette. Alors on fait un petit historique de l'opération dans l'exposé des motifs. En octobre 2009, le conseil municipal a adopté une convention de veille et de maîtrise foncière avec l'établissement public foncier PACA. Cette convention portait sur 3 zones dont le secteur de La Sauzette en vue de réaliser du logement en locatif social. Dans le cadre de ce partenariat, l'établissement public foncier PACA, en accord avec la commune, a acquis le terrain concerné, soit la parcelle BK 176 d'une surface d'environ 4000 m². Grand Delta Habitat, organisme d'HLM, s'est porté acquéreur de ce terrain pour réaliser une opération de 19 logements. Le projet comprend 8 logements plus, 6 logements PLAI et 5 PLS. Le coût total de l'opération est de 2 933 775 €. Alors, Grand Delta Habitat a obtenu des conditions assez favorables pour le terrain. Il a été autorisé à acquérir le terrain à un prix intéressant, dans la mesure où l'EPF PACA a inscrit cette opération au titre du dispositif d'affectation des fonds SRU, loi Solidarité rurale et urbaine, dont l'EPF PACA est bénéficiaire dans les cadres des dispositions de l'article L. 302-7 du Code de construction et de l'habitat. Malgré la mise en place de ce dispositif avantageux, l'opération s'est avérée cependant difficile à équilibrer. En effet, l'analyse géotechnique du terrain a fait apparaître un surcoût très important au niveau des fondations, ce qui pèse sur le projet. Donc c'est dans ce cadre que la commune a attribué dans sa séance du 13 octobre 2015 à Grand Delta Habitat une subvention d'équilibre de 40 451 € pour la réalisation des logements de type plus
et une subvention de 29 549 € pour les logements de type PLAI, soit un total de subventions communales de 70 000 €. Alors, le plan de financement de l'ensemble du projet s'articule en deux parties. Pour les logements PLS, il n'y a pas de recours, il y a recours aux fonds propres de grand delta. Oui, il y a une erreur là, c'est pas Mistral Habitat, évidemment, c'est Grand Delta Habitat. Donc les fonds propres interviennent pour 301 457 € sur 772 967 € pour le coût total du projet, et le reste est financé par des prêts spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations pour 471 510 €. Pour les logements P+, et PLAI, le plan de financement est un peu différent, dans la mesure où les fonds propres de Grand Delta Habitat ne sont pas mobilisés, zéro de fonds propres. Par contre, s'y substituent des subventions. Alors les subventions, on l'a vu, 70 000 € pour la commune, mais également des subventions de l'État pour 48 900 €, une subvention du Conseil régional pour 44 000 € et une subvention du Conseil départemental pour 18 000 €. Mais la majorité du financement est assurée par les prêts de la Caisse des dépôts et consignations. Donc les deux prêts de la Caisse des dépôts et consignations représentent un total de plus de 2 millions €. Un tableau vous présente les prêts par type par affectation, et l'obtention de ces prêts est subordonnée à l'octroi de garanties par les collectivités. C'est pourquoi Grand Delta Habitat sollicite auprès de la commune du Thor la garantie de ses emprunts à hauteur de 50% pour les prêts qui financent les logements plus et PLAI, et 80% pour les logements sociaux, les logements PLS. Les garanties complémentaires, donc 50% pour les prêts plus et PLAI et 20% pour les prêts PLS, seront sollicitées auprès du Conseil départemental du Vaucluse. Alors nous vous invitons à autoriser le maire à signer les conventions de garantie de ces emprunts, permettant à la commune de donner sa garantie à ces emprunts, dans la mesure où les sûretés qui sont habituellement prévues pour les opérations de garantie sont respectées, au moins pour la principale d'entre elles, qui dit que la somme des annuités réelles de la collectivité, des emprunts déjà garantis, la première annuité de l'emprunt à garantir ne doit pas dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement de la commune. Et le taux actuel pour notre commune, en comptant la garantie des prêts d'emprunt, est de 17%, donc bien inférieur à 50%. Et en plus, ces sûretés qui sont prévues par l'habitude ne s'appliquent pas dans le cas des emprunts des organismes d'habitation à loyer modéré, dans le cas de la construction de logements. Donc c'est simplement pour montrer que la commune ne prend pas grand risque en donnant sa garantie. Donc, au vu de l'intérêt de cette opération de construction et du risque minime qu'encourt la commune en accordant sa garantie, il est proposé de répondre favorablement à cette demande et de prendre les délibérations nécessaires accordant la garantie de la commune pour le remboursement des emprunts ci-dessus. Il est proposé également d'autoriser le maire à signer les conventions avec Grand Delta Habitat concernant ces garanties d'emprunt et les modalités de remboursement par cet organisme des sommes éventuellement avancées par la commune. Alors, en annexe de la délibération figure bien sûr la convention avec Grand Delta Habitat et les deux contrats de prêt entre Grand Delta Habitat et la Caisse des dépôts et consignations. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick de cette présentation. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll. Non, simplement, je dirais pour le principe, je ne comprends pas personnellement pourquoi il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la garantie d'emprunt de la commune, alors que les contrats de prêt sont déjà signés, et qu'ils prévoient déjà dans leur article 16 la désignation des garants, et la quote-part de garantie, qui est prévue pour la commune et pour le département de Vaucluse. C'est un peu regrettable, parce que cela donne l'impression que l'avis du conseil municipal est purement formel, qu'il n'est pas important.
Donc est-ce qu'il s'agit du dispositif conventionnel classique ou est-ce qu'il y a une autre explication? Alors, si on lit bien le texte, l'obtention de ces prêts est subordonnée à l'octroi des garanties par les collectivités. C'est ce qui est écrit. Donc ça veut dire que Grand Delta Habitat a négocié avec les organismes qui lui auront consenti ces taux, etc. Mais ils ont subordonné l'application des contrats au fait que les collectivités apportent leurs garanties. Voilà. Si aujourd'hui on ne votait pas, il est fort possible, je ne peux pas affirmer, mais il est fort possible que les banques disent « Ah, dans ces conditions, ça ne sera pas un 86 ou... » mais voilà. Parce qu'une banque, elle prête, bien évidemment en fonction de la qualité de l'emprunteur, et au Grand Delta Habitat, aujourd'hui, est une entreprise de très grande qualité de ce point de vue-là. C'est plus de 10 millions d'euros de résultats annuels. Bon. Mais elle prête aussi en fonction des garanties qui peuvent être amenées par d'autres que l'emprunteur lui-même. Donc voilà. Donc c'est ce qui a marqué dans le texte. Bon, je vous rassure, je l'avais lu, parce que j'ai tout lu, mais je trouve quand même regrettable qu'une subtilité juridique passe au deuxième plan l'avis de l'Assemblée délibérante. Mais vous y êtes pour rien, c'est sans doute un principe de fonctionnement. Voilà, merci. Mais ça passe pas au deuxième plan? Non, ça passe pas au deuxième plan. Si vous voulez, on fait l'opération. Allez, on vote contre. On va bien voir quelle va être la réaction des banques. Non, ça passe pas au deuxième plan. Mais il est normal que nous donnions un avis sur cette garantie en connaissance de cause de ce qui a été négocié. Quand même, si on disait, écoutez, ils vont négocier avec telle banque et ils aimeraient la garantie, mais sur quel taux, sur quelle durée donc quand même, c'est normal qu'on ait les documents avant, quoi. Voilà, on pourrait avoir les documents, on pourrait avoir les renseignements sans que la convention soit signée, que l'Assemblée délibérante vote et que la convention soit signée ensuite, que les contrats soient signés ensuite. Ça ne change rien au fait qu'on puisse avoir les informations au préalable. Oui. Bon. Vous savez, en France, on meurt un peu de formalisme. Bon. D'autres questions sur ce sujet? Non? Très bien. Donc, je vous propose d'en délibérer. Donc, l'Assemblée délibérante de la Ville du Thor accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 979 908 €, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 47 850, constitué de 4 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Deuxièmement, la garantie est apportée aux conditions suivantes pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Article 4 autorise Monsieur le maire à intervenir au contrat de prêt qui est passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur, ainsi qu'à signer la convention 88-51 annexée à la présente délibération et passée entre la commune du Thor et Grand Delta Habitat. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le point suivant traite de la vente d'une parcelle cadastrée section AC à la société SAS Durand. C'est Christiane David qui nous la présente. Merci. Bonsoir à tous. Donc la commune a acquis par voie d'échange en 2013 la parcelle cadastrée section A numéro 28 lieu-dit les Grandes Palues, en contrepartie de la parcelle cadastrée section A numéro 10 située à proximité dans le même quartier. Celle-ci avait été acquise par voie de préemption auprès de la SAFER pour prévenir de l'installation de gens du voyage. Cette parcelle a une superficie de 6 890 m². Elle appartenait auparavant à Madame Patricia Garcia.
La valeur vénale de ce bien a été estimée à 14 000 € par les services France Domaine, compte tenu de la valeur d'acquisition de la parcelle précitée objet de l'échange. Ce terrain se situe près du chemin du Trentin. Il est entouré par d'autres terrains agricoles et bordé au sud par une haie de cyprès. Monsieur Henri Soulage, domicilié à Saint-Saturnin-les-Avignon, gérant de la SAS Durand, société à vocation agricole, a sollicité la commune pour l'acquisition de cette parcelle. La société Durand exploite déjà des terrains dont elle est propriétaire qui jouxtent le bien communal. Le gérant est d'accord pour verser à la commune la somme de 14 000 € représentant la valeur du bien. Par courrier en date du 19 avril dernier, la direction départementale de la SAFER a donné un accord de principe sur cette opération qui devra toutefois recevoir l'agrément de ces instances de décision. L'engagement de conserver la destination agricole devra notamment être repris dans l'acte de vente. Compte tenu de la situation de ce terrain très éloigné du centre-ville, il est proposé de le vendre à la société Durand pour le prix sus-indiqué. Les frais liés à la préparation de l'acte officiel seront pris en charge par cette entreprise qui sollicite le concours de son notaire, l'étude de Maître Magnan-Autor. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Christiane, merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que c'est le gars qui exploite le potager de Cachou, là, qui vend, Non. Non. Ah, et qu'est-ce qu'il veut faire alors dessus? Parce que ça jouxte le potager, finalement. Ça fait une espèce de grande parcelle rectiligne. Qu'est-ce qu'il va faire dessus? Il va faire certainement des céréales, ce qu'il y a déjà. En fait, c'est lui-même qui l'exploite aujourd'hui. C'est lui-même qui l'exploite déjà, c'est lui qui l'a exploité. Donc il faisait des céréales et voilà. Bon, après, d'accord, non, parce qu'il y a le potager bio à côté. Oui, mais c'est pas, apparemment ça les gêne pas. Moi je d'accord. Discuter, c'est pas un souci. C'est une parcelle qui est quand même très ombragée par les cyprès, donc c'est pas facile de faire pousser beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Donc je vous propose de délibérer, décider de vendre l'immeuble cadastré section numéro 28, lieu dit Les Grandes Palues, d'une superficie de 6 890 m² à la SAS Durand, gérée par monsieur Henri Soulage, domicilié à Saint-Saturnin-les-Avignon, sous réserve de l'avis favorable de la SAFER. Deuxièmement, de fixer le prix de vente à 14 000 € hors frais de notaire. Troisièmement, dit que l'ensemble de ces frais liés à cette opération sont à la charge de l'entreprise Durand. Et enfin, de m'autoriser, ou l'adjoint en charge des affaires foncières, à signer les pièces et actes nécessaires à la réalisation de cette opération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Le rapport suivant traite de l'actualisation des tarifs, des droits et places des marchés communaux. Donc Jean-François Leclerc, merci de nous le présenter. Bonsoir à tous. Le Conseil municipal a actualisé une partie des tarifs des services rendus à la population au cours de la séance du 15 décembre 2015. Pour ce qui concerne les droits d'occupation du domaine public, qui sont encaissés lors des marchés d'approvisionnement, les marchés hebdomadaires, ces derniers n'ont plus été révisés depuis le 1er juin 2012. Le montant des droits de place perçus depuis quelques années sont les suivants. Je vous ferai grâce des 4 premiers. 2013, 16 412, 2014, 17 091 et 2015, 16 070. Les services veillent à maintenir la plus grande diversité possible au niveau des produits commercialisés afin de garantir l'attractivité de notre marché. Les tarifs en place dans notre commune sont relativement bas par rapport à la plupart des autres collectivités du département. La commission des marchés qui s'est réunie le 27 avril dernier en présence d'un représentant de l'organisation syndicale représentative de la profession afin de débattre de l'actualisation des tarifs, celui-ci a émis un avis favorable pour proposer au conseil municipal l'évolution suivante. En ce qui concerne les marchés hebdomadaires, permanents, par mètre linéaire et par jour, tarif actuel 0,90,
on va passer à 1 euro. Passagers, mètre linéaire et jour, 1 euro actuellement, on va passer à 1,10 €. Et le branchement électrique pour les commerçants non sédentaires qui en font la demande, 2,20 € actuel restera 2,20 €. Par ailleurs, il a également été proposé de mettre en place un tarif forfaitaire spécifique pour les exposants de véhicules professionnels, concessionnaires, mandataires ou agents, pour le montant suivant: 10 € par véhicule et par jour. Il est rappelé que le conseil municipal a déjà mis en place 2 tarifs spécifiques. Le premier s'adresse aux camions équipés pour la fabrication et la vente de pizzas ou autres ventes hors des marchés hebdomadaires pour un montant de 14,50 € par jour. Le second s'adresse aux camions d'outillage pour un montant de 71 € par jour. Ces tarifs pourraient prendre effet à compter du 1er juin 2016. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Jean-François, merci. Avant d'en délibérer, y a-t-il des questions? Oui, Madame Martin. Il ne s'agit pas d'une question, c'est juste une observation que je vous ai déjà faite sur une autre grille d'actualisation des tarifs, à savoir que, comme l'autre fois, le tarif d'électricité est le seul que vous laissez stable, alors que malheureusement les tarifs d'électricité ne cessent d'augmenter. On le voit sur nos factures. Voilà, c'était une remarque que je vous ai déjà faite, je la refais puisque je reconstate le même phénomène. Alors même s'il n'y a pas de questions, j'ai quand même le droit de répondre. Hein? Ça vous ennuie pas que je vous réponde, Madame Martin? Bon. Vous savez qu'en France, la revente d'électricité ne peut pas se faire avec une marge. La loi ne le permet pas. Donc nous avons étudié attentivement de savoir si nous étions dans un schéma où on était, on revendait l'équivalent, on vendait à perte ou on vendait avec marge. Et donc il se trouve qu'on est très proche de l'équivalent de ce que ça coûte. Donc, quand je dis très proche, on n'est pas à perte, quoi. Voilà. C'est pour vous parler en clair. Et donc, si nous avions procédé à une réévaluation, tout type de contestation pouvait combattre en brèche cette évolution. Voilà. Donc, même si ce n'était pas une question, je vous ai répondu, je pense que ça vous donne satisfaction. D'autres questions? Donc, merci. Je vous propose de délibérer, de modifier donc les tarifs des droits de place des marchés hebdomadaires de la façon suivante. Le permanent à 1 €, le passager à 1,10 € du mètre linéaire et le branchement électrique à 2,20 €. De décider de créer un tarif forfaitaire spécifique aux exposants de véhicules professionnels pour 10 € par jour et par véhicule, et de dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er juin 2016. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Merci. La délibération suivante traite de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques entre la commune du Thor et celle de Caumont. Donc Marie-Hélène, tu as la parole. Merci. Alors c'est tout simplement un renouvellement de convention, puisqu'il y a toujours une convention entre les communes environnantes et notre commune. Et cette fois-ci, ça traite de la convention avec la commune de Caumont. Donc, chez nous, c'est depuis 2009, le conseil municipal a fixé le montant des participations à 1 375 € pour un élève de maternelle et 750 € pour un élève élémentaire. Pour info, à Caumont, ils ont délibéré en 2008, et vous l'avez dans l'annexe, c'est pour une maternelle 1180 € et pour un élémentaire 925 €. Donc il s'agit maintenant de renouveler cette convention pour 3 ans. Voilà, elle a pour objet le renouvellement pour les 3 années scolaires suivantes, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Voilà, donc il faut en délibérer. Il n'y a pas grand choix. Y a-t-il des questions? Donc très bien, je vous remercie. Et je vous propose d'adopter la convention annexée entre les communes de Caumont-sur-Durance et du Thor,
relative à la scolarisation des enfants scolarisés hors de leur commune de résidence et de m'autoriser à signer cette convention dans les conditions qui vous ont été exposées par Madame Biel. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Le point suivant traite de la modification de la délégation d'attribution du conseil municipal donnée au maire consécutivement à la mise en œuvre d'un nouveau code. Donc, Patrick, je te laisse la parole. Merci. Oui, la modification porte principalement uniquement d'ailleurs, sur les marchés publics, les délégations concernant les marchés publics. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences dans plusieurs domaines limitativement énumérés. Par délibération en date du 24 avril 2014 et considérant l'utilité de ce cadre juridique pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales, le conseil municipal a souhaité accorder cette délégation au maire pendant la durée de son mandat, en particulier dans le domaine des marchés publics. Et c'est l'objet de la modification de ce soir, qui vous est proposée ce soir. La délégation concernant les marchés publics figure dans l'article 1 et était ainsi rédigée. La délégation décide de permettre au maire, conformément à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, par délégation du conseil municipal et pour la durée de son mandat, donc permet au maire de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, et lorsque le montant estimé du besoin est inférieur pour les marchés de fourniture de services au seuil en dessous desquels ils peuvent être passés selon une procédure adaptée, conformément à l'article 26.2 deuxième du Code des marchés publics. Ce seuil est révisable par décret tous les 2 ans. Il est actuellement fixé à 207 000 € hors taxe. Donc c'est ce seuil qui est modifié, parce que depuis le 1er avril 2016, le Code des marchés publics est abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions qui résultent de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Donc ces nouvelles dispositions modifient les seuils. Le seuil qui est cité dans la délibération du 24 avril 2014 de 207 000 € hors taxe passe maintenant à 209 000 € hors taxe. Et pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel ils peuvent être passés selon une procédure adaptée et la limite était fixée à 1 500 000 € hors taxe. Ce seuil a été profondément relevé, il est actuellement passé à 5 225 000 € hors taxe pour les travaux, mais nous préférons maintenir le seuil précédent d'1 500 000 € hors taxe pour la délégation du maire. Donc en fait la seule modification sur laquelle nous délibérons ce soir est celle des marchés de fourniture et de services dont le seuil passe de, je le répète, de 207 000 € hors taxe à 209 000 € hors taxe. Alors la délibération qui figure en annexe reprend en fait tout le texte des délégations autorisées au maire, mais en fait la seule modification porte sur les marchés publics et sur ce seuil qui passe de 207 000 à 209 000 €. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Oui, M. Ripoll. C'est pas vraiment une question, mais puisque en fait ce rapport, non mais c'est pour justifier mon vote qui va suivre, parce qu'il s'agit effectivement d'un rapport de principe qui reprend des textes modificatifs concernant les marchés, mais je regrette encore aujourd'hui le fait qu'aucun membre de l'opposition ne soit jamais convié aux commissions de marché ou aux commissions d'appel d'offres, ce qui était quelque chose qui a été effectué lors de la précédente municipalité et qui empêche un peu de l'information, enfin d'obtenir de l'information au niveau de l'opposition. Voilà. Donc je voterai contre. D'accord. D'autres interventions, non?
Est-ce que vous estimez nécessaire que je lise la totalité du document? Bon, qui s'oppose à Madame Martin? L'unanimité. Bon, donc ce que je vous propose, étant donné que les modifications résultent du texte, hein, comme vous l'avez dit, comme Patrick l'a bien détaillé, donc je vous propose de voter sur cette modification sans que je vous fasse lecture intégrale. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors je reprends parce que, eh oui, j'aurais pu le tenter, mais je ne l'ai pas fait. Donc y a-t-il des oppositions? 3 oppositions, une abstention, une abstention. Donc 3 oppositions, une abstention, adoptée à la majorité. Merci bien. Le rapport suivant, qui va nous être présenté par Florence Lecomte, traite de la mise à disposition d'un local communal à l'association Le Thor Tous Ensemble pour Tous. Donc si tu veux brancher le micro, Patrick, aide ta voisine. Merci. Bonsoir. Alors l'association Le Thor Tous Ensemble pour Tous apporte une aide alimentaire et matérielle à tout résident sur la commune qui est en situation de précarité. Donc cette association bénéficie de la mise à disposition par la ville d'un local d'une superficie de 210 mètres carrés dans un bâtiment situé à avenue Carnot. Et donc, la dernière convention étant arrivée à échéance, il convient de conclure une nouvelle convention et de confirmer ainsi le soutien de la ville aux actions conduites par Le Thor Tous Ensemble pour Tous. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Avant de délibérer, y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet. C'était juste pour préciser que l'année dernière, la convention avait été renouvelée pour 1 an seulement. Cette année, elle est 2 ans. Voilà, ça nous fait plaisir, compte tenu de l'importance de l'action de l'association auprès des Taurois. Voilà, c'était juste pour relever. D'accord, merci bien. Je vous propose de délibérer, décider de m'autoriser à conclure une convention de mise à disposition de locaux communaux situés avenue Carnot, cadastré section AC 649, lieu-dit Faubourg Notre-Dame, à l'association Le Thor Tous Ensemble pour Tous, convention qui est annexée à la présente délibération, d'accorder cette disponibilité des locaux à titre gratuit, comme c'était jusqu'à présent le cas, et de signer cette convention pour une durée de 2 ans. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci bien, adopté à l'unanimité. Nous avons à traiter l'approbation du PLU, plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne. Donc, c'est Christian Royer qui va nous la présenter. Donc, comme vous le savez, toutes les communes sont en train de faire approuver leur PLU dans cette période. Merci Christian. Bonsoir, je vais vous dresser d'abord un historique. Donc par délibération en date du 31 mai 2010, le conseil municipal Châteauneuf-de-Gadagne a engagé la révision de son POS, donc plan d'occupation des sols, valant élaboration du PLU. Le conseil municipal Châteauneuf-de-Gadagne a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, le 9 janvier 2012. Il a arrêté le projet de PLU et tiré le bilan de la concertation le 23 septembre 2013. Il a par la suite prescrit l'enquête publique sur le projet de POS valant élaboration des PLU. Celle-ci s'est déroulée du 8 janvier au 10 février 2014. Mais entre l'enquête publique et l'élaboration du PLU, la loi 2014-366, la loi ALUR, a été promulguée le 24 mars 2014. Et parmi les dispositions instaurées, les superficies minimales de terrain et les coefficients d'occupation des sols sont supprimés. Le projet de PLU, comprenant des zones dans lesquelles la superficie minimale du terrain et des postes était maintenue. Donc sur ce point, le projet ne peut être modifié après enquête publique. La loi n'a pas prévu de mesures transitoires pour les PLU en cours de finalisation. Donc 2 options se présentaient à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne.
approuver le PLU en l'état et engager une modification ou révision du PLU dans la foulée, ou arrêter de nouveau le projet de PLU, reprendre les études pour prendre en compte les dispositions de la loi Allure. C'est ce qui a été retenu. Donc, par délibération en date du 3 novembre 2014, le conseil municipal, donc Châteauneuf-de-Gadagne, a décidé la reprise des études du projet du PLU. La commune du Thor, en tant que commune limitrophe, a été sollicitée par courrier en date du 24 mars 2016, reçu le 25, pour donner son avis. Bon, je vais passer sur les différents points et je vais aller sur ce qui concerne particulièrement la commune du Thor. Donc, la frontière, les limites entre les communes du Châteauneuf-de-Gadagne et du Thor, donc en limite avec le Thor, au sud de la commune, le PLU de Châteauneuf-de-Gadagne classe les terrains en zone AI, agricole située dans le lit majeur exceptionnel du Coulon-Calavon, est susceptible d'être concerné par des aléas d'inondation. Au nord de la voie ferrée, les terrains limitrophes sont essentiellement classés en zone A, agricole. Au sud-est du territoire, le long des sorgues limitrophes, une bande est classée en zone ACO, c'est en zone agricole à vocation de corridor écologique. Au sud de la route des Taillades, le secteur du Moulin Rouge est classé en zone 2AU, d'urbanisation future non opérationnelle actuellement. Au sud du Moulin Rouge, le bâtiment d'activité existant est classé en zone UE, réservé aux activités économiques. À l'ouest du Moulin Rouge est prévue une zone 3AU, zone urbanisée non opérationnelle à vocation d'activité économique. La desserte principale de cette zone, donc Moulin Rouge, se fera par le chemin des Taillades qui sera élargi. Un emplacement réservé au bénéfice de la communauté de communes est institué à cet effet. Un nouvel accès sur la RD6, étudié en collaboration avec le conseil général, le conseil départemental maintenant, complétera le dispositif. Une déclaration de projet est en cours pour permettre le franchissement du canal au niveau du chemin des Confines. Au regard de ces dispositions, le projet de PLU de Châteauneuf-de-Gadagne ne présente pas d'incidence négative pour le territoire du Thor. Et les orientations sont compatibles avec les objectifs de la commune du Thor, que la commune du Thor s'est fixée pour l'élaboration de son PLU. Les zonages envisagés sont cohérents avec les zones envisagées dans le projet de PLU du Thor. Toutefois, si le chemin des Taillades est élargi, il conviendra de prévoir en zone 3AU une aire de retournement des poids lourds et une signalisation adaptée pour interdire le franchissement du pont des Taillades, dont la structure et le dimensionnement ne sont pas prévus pour ces véhicules, surtout le trafic, disons. Donc il est proposé d'émettre un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016. Merci, Christian. Avant de délibérer, y a-t-il des questions, des éclaircissements? Pas d'intervention. Donc, je vous propose d'émettre un avis favorable au projet de PLU de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016, sous réserve de prévoir en zone 3AU une aire de retournement des poids lourds et une signalisation adaptée afin d'interdire le branchement du pont des Taillades, le franchissement, du pont des Taillades, dont la structure et le dimensionnement ne sont pas prévus pour ces véhicules. Ce dernier point, j'informe que j'ai appelé le maire de Châteauneuf pour lui communiquer notre position et il est parfaitement d'accord. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Florence, est-ce que tu peux éclairer un peu le dispositif? Merci bien. Le rapport suivant traite de l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations thoroises et c'est Stéphane Mathieu qui nous le présente. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, mais comme vous êtes habitués à le voter, donc nous sommes en présence de deux demandes de subventions de fonctionnement pour deux associations thoroises, en l'occurrence pour l'UST,
pour sa subvention de fonctionnement à l'année, ainsi que pour la FCPE. Donc voilà, donc il y a deux demandes. Donc la FCPE fait une demande forfaitaire qui est de 250 € comme on fait habituellement, et l'UST qui demande à 3200 €, qui est le complément à la subvention qui a déjà été délibérée précédemment de 4000 €. Donc le total est de 7200 €. Donc là c'est la deuxième partie. À savoir que l'UST est une école de foot, une école de sport, pardon, donc obligatoirement c'est indexé à un pourcentage de leur budget prévisionnel. Voilà. Donc je vous demande de bien vouloir en délibérer. Et y a-t-il des questions? Non? Merci bien. Donc je propose de décider d'attribuer aux associations tauroises une subvention de fonctionnement pour l'année 2016. Donc pour la FCPE 250 € et pour l'Union sportive tauroise 3200 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante traite également de subventions, et c'est Stéphane Mathieu qui nous la présente. Merci. Cette fois-ci, on n'est plus dans la subvention de fonctionnement, mais plutôt dans la subvention d'action. Donc là, ça concerne aussi l'UST, qui a sollicité, je dirais, nos services afin de pouvoir accéder à des subventions. Donc ils ont fait deux demandes. Donc ces demandes concernent une formation pour 4 éducateurs d'un montant de 1070 €. Donc la subvention demandée est de 321 €. Comme vous le savez, c'est pour 30% de ce montant. Et ainsi que pour l'arbre de Noël de l'association, pour faire intervenir un magicien. Donc le montant est de 703 € et la demande sur la commune est de 210 €. Voilà, vous pouvez bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Très bien. Je vous propose d'attribuer une subvention de 531 € à l'Union sportive tauroise pour la réalisation de 2 actions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci bien. Adopté à l'unanimité. La suivante traite également de subventions dans le secteur jeunesse. Donc, Stéphane, mais je te demande d'être très sérieux quand tu lis cette demande. Toujours la même chose. Là, on n'est plus sur le sport, on est sur la jeunesse. Donc, les demandes sont sur des demandes de subventions en action, dont 30% du montant des charges sur l'action. Donc, la FCPE nous a fait une grande demande de 30 € sur une opération de 30 €. Donc, on va pouvoir leur attribuer les 12 € demandés. Voilà. Donc, et la deuxième, c'est toujours pareil, c'est la FCPE qui demande pour acquérir des kakémonos, excusez-moi, donc pour un montant de 150 € et le montant est de 60 €. Voilà. Et oui, même 12 € se sollicite. Bon, c'est comme ça. Y a-t-il des questions avant que nous réfléchissions? Ah oui, je vous en prie. C'est quoi les kakémonos? Un kakémono? Oh, on va vous donner des cours sur les kakémonos. Vous avez un spécialiste mondial du kakémono, monsieur Laurent Rémy. Allez, explique. C'est une question officielle. Ça doit être enregistré. En ma qualité d'être spécialiste kakémono, il s'agit en fait de banderoles de balisage de pavillons qui sont tenus par le haut et par le bas, soit par des ourets, soit par des œillets. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas préparé la question. À des fins promotionnelles, bien sûr. C'est qui sont sur des mâts verticales. Voilà. Donc, on délibère? On y va? Courage. Ah non, quand même. Merci. Madame Martin. Pardonnez-moi de revenir en arrière. Je viens de me souvenir d'un coup. Si je puis me permettre, Monsieur Mathieu, de vous interroger à nouveau sur la subvention précédente par rapport à l'UST. Il y est prévu une formation, c'est ça, de 4 animateurs ou éducateurs. Il me semble me souvenir que cette association intervient dans le cadre des TAP. Alors, est-ce que on paye pour former des formateurs de l'UST qui après vont de nouveau se faire payer pour encadrer les gens des TAP? Voilà quelle est ma question. Sincèrement, vous répondre directement, ça serait difficile, mais généralement les éducateurs qui font partie, je dirais, des associations sportives ont besoin de se former régulièrement, donc c'est pas obligatoirement pour les TAP, quoi. Et ils ont souvent des nouvelles personnes qui sont là et qui ont besoin d'être formées. C'est souvent des encadrants, souvent des parents, donc c'est pas obligatoirement pour les TAP.
Mais Je trouve que ça fait beaucoup. vous répondre complètement, parce que je sais que vous faites une fixette sur les TAP. Voilà. Mais vous savez, toute fixette peut se soigner. Bon. Ces gens-là, ils ont besoin d'être formés. Donc ça fait partie, si vous voulez, de l'encouragement que la collectivité peut leur donner, puisqu'on préfère avoir des jeunes encadrés dans les associations par des gens formés. Bon. Après, si ces gens bien formés peuvent rendre un service dans le cadre des TAP ou d'autres, il est normal qu'ils soient rémunérés. On va pas leur dire, ben viens, gratis pro domo. Ça s'appelle l'esclavage, Madame Martin. Faire travailler les gens sans les payer, c'est l'esclavage. Ça a été supprimé. Bon. Donc, il est... Très insultant, monsieur le maire, ce que vous êtes en train de me dire. Hein? C'est très insultant pour Mais non. moi, ce que vous êtes en train de me dire, là. Mais c'est normal, si vous voulez, que les gens qui travaillent pour la collectivité puissent percevoir une rémunération. On ne peut pas dire aux gens, viens travailler dans mon école, faire de l'encadrement, avoir des exigences et pas les rémunérer. Parce que la solution serait simple, on n'aurait personne. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien que les associations forment leurs encadrants. On a trop vu quelquefois des choses qui n'étaient pas tout à fait carrées de ce côté-là. Et si on a des bons éléments et qui peuvent rendre des services au TAP, ben, nous sommes prêts à regarder leurs offres. Voilà. Donc, nous passons à la délibération suivante, parce que là, c'était un retour en arrière comme les crevisses. Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de 72 € à l'association FCPE pour la réalisation de ces deux actions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. La FCPE vous remercie. Adopté à l'unanimité. Et la dernière délibération traite de subventions également, et c'est Roland Tavernari qui est présent. Donc pour l'association Les Jardins Familiaux. Merci Roland. L'association Les Jardins Familiaux a pour but de créer, aménager et gérer des jardins familiaux sur un terrain prêté par la commune du Thor. Les jardins familiaux s'inscrivent dans la démarche de développement durable, ainsi sont mis à disposition des familles adhérentes. Des parcelles pour faire un potager en culture biologique exclusivement. Le but étant de développer le sens de l'entraide, le lien social grâce aux rencontres, échanger entre jardiniers et même au-delà en créant des liens avec d'autres associations. Pour 2016, l'association souhaite acheter du matériel et des matériaux pour la construction d'abris de jardin. Le budget prévisionnel retenu est de 4 800 €. Pour l'achat d'un motoculteur, le budget prévisionnel retenu est de 1 400 €. Les montants forfaitaires proposés pour ces deux actions sont respectivement 960 € et 350 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Roland. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Je voulais juste une précision, peut-être Christian pourra l'apporter. Le permis a été délivré pour les abris? Pas encore. C'est déposé? D'accord. Je prends note. Non, c'est une association qui, je pense, travaille assez bien. C'est pas très facile. Donc, sachez que l'intercommunalité les a accompagnés cette année aussi. J'espère qu'ils vont la prendre bientôt, là. Voilà, de façon à ce qu'ils puissent réaliser ces abris. On a regardé ce dossier attentivement. Voilà. Pas d'autres questions? Donc, je vous propose en délibéré d'attribuer une subvention forfaitaire de 960 € pour la construction des abris et de 350 € pour l'achat d'un motoculteur. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Donc notre conseil municipal est terminé. Je vous rappelle que le prochain, c'est le 14 juin, et que le conseil municipal du mois de juillet, soit il sera spécifique, soit on fera tout dans un même conseil, sera dédié à l'approbation du plan local d'urbanisme, du PLU, de la commune du Thor. Voilà. Donc on vous informera si, en fonction de la longueur de la présentation, mais aussi des autres rapports, si on fait ça groupé ou si au contraire on fait un conseil spécifique. Je vous rappelle qu'il faut signer les documents avant de partir. Voilà. Merci à chacun et très bonne soirée.